Alors, la correction des exercices. Vous aviez l'exercice 7. Donc vous aviez un dessin de piano, vous expliquez que la note la plus haute que pouvait jouer un piano était le Do 7, et que ce Do 7 avait une fréquence de 4000 et quelques Hertz. On vous présentait le signal temporel, c'est-à-dire la représentation de l'amplitude en fonction du temps, de la note jouée par une flûte traversière, et on vous disait quel instrument émet le son le plus haut. Il faut toujours commencer par la définition. Donc, dans ce type d'exercice, vous donnez les définitions pour montrer que vous savez votre cours. Donc là, vous montrez bien que la hauteur, ce n'est pas la hauteur du signal, c'est la fréquence de la note. Et on a vu que la note la plus haute est celle qui a la fréquence la plus haute. Hauteur, c'est la fréquence. Donc vous commencez par dire que vous allez comparer les deux fréquences et vous allez déterminer laquelle est la plus élevée. Sur la représentation temporelle, ce qui est très important, c'est ceci. C'est qu'on lit toujours plusieurs périodes. Donc sur un graphique temporel, on lit toujours plusieurs périodes. Toujours, toujours, toujours. On n'est pas obligé d'en prendre 10. Vous en prenez un certain nombre. Si vous avez un doute sur une période, si elle est entière, pas entière, il vaut mieux en prendre un que de ne pas voir la fin d'une période. Une fois que vous avez trouvé la période, donc là, 10 périodes, ça représentait 9,5 millisecondes. Donc une période, 0,95 millisecondes, il faut donner la définition de la fréquence. Vous n'oubliez pas, là j'ai pris la correction du bouquin, vous n'oubliez pas les unités dans l'expression littérale. Alors, si certains se demandent comment on a pu estimer 9,5, vous pensez à faire une échelle au graphique. Donc vous prenez votre règle, vous mesuriez 10 millisecondes. Et de mémoire, j'ai pas le livre sous les yeux, on trouvait quelque chose comme 6,4 cm. Donc en fait, vous faites ensuite un produit rond. N'oubliez pas donc, quand vous faites l'expression F égale 1 sur T, donc il faut convertir les millisecondes en secondes. Et c'est 10 puissance moins 3. J'espère que maintenant vous connaissez bien milli, parce que finalement en chimie, c'est celle qu'on manipule le plus entre les millisecondes et les millilitres. On donne le résultat avec 2 CS. C'est pour ça que 1 divisé par 0,95 fois 10 moins 3, le livre a annoncé 1,1 fois 10 puissance 3 Hz. Je crois que de mémoire c'était 1079 ou quelque chose comme ça, donc au final, le Do 7 du piano, qui était 4000 et quelques Hertz, a une fréquence plus importante que la note jouée par la flûte. C'est donc le piano qui donne la note de plus grande hauteur. L'agent de piste. Alors, l'agent de piste, on travaille sur le niveau sonore. Le niveau sonore et la distance ne sont pas proportionnels. Alors, dans les documents, il vous le rappelait, il vous disait que quand la distance doublait, eh bien, le niveau sonore était diminué de 6 décibels. Moi, j'estime que c'est à l'échelle de cours, par exemple, dans un exercice de contrôle, jamais je ne demande. Donc, il faut bien comprendre. Ceci est présenté en colonne, là, devant vous. C'est très bien. Vous pouvez faire un tableau. À chaque fois que la distance double, on enlève 2 décibels. La question était combien de temps l'agent de piste peut rester à 32 mètres de l'avion. On vous disait qu'à 1 mètre de l'avion,
le niveau sonore était de 131 décibels. Donc, le double de 1, c'est 2. Donc, 131 moins 6, 125. Le double de 2, c'est 4. Vous voyez qu'on ne peut pas faire 3 mètres. Ceux qui auront en terminale spécialité physique, vous verrez l'expression mathématique qui relie le niveau sonore à la distance. Il s'agit en réalité de la fonction logarithme décimal LOG sur votre calculatrice. En seconde, vous ne pouvez faire que des multiples de 2. Point final. Donc au mieux, vous pouvez encadrer. Là, bien sûr, l'exercice tombait pile sur des valeurs qui nous arrangent. Donc à 2 mètres, c'est 125. 2 fois 2, 4 mètres, c'est 125 moins 6, 119 décibels. Nous sommes à 4 mètres, donc on double la distance, ça fait 8 mètres. Donc 119 moins 6, ça fait 113 décibels. 8 fois 2, 16. Donc à 16 mètres, 113 décibels moins 6 décibels, ça fait 107. Et enfin, 16 fois 2, 32. Nous sommes arrivés à la question demandée, à 32 mètres de l'avion. Donc 107 moins 6, 101 décibels. Le document disait qu'à partir de 85 décibels, on était exposé à des risques. Et donc sur le second document, on vous disait que, par exemple, on pouvait rester que 1 heure à 89 décibels. Donc, on voit qu'on est bien au-delà du cadre. Donc, maintenant, on va chercher à combien de mètres l'agent de piste doit se situer de l'avion pour être le moins en danger possible. Sachant que, on vous dit dans l'énoncé quand même qu'à 1 heure à 89 décibels, il y a quand même quelques risques. Donc, il était dit dans le document qu'à chaque fois qu'on augmentait de 3 décibels ce seuil, il fallait diminuer la durée d'exposition de moitié. Donc si on peut rester 1 heure à 89 décibels, on ne peut rester que 30 minutes à 92 décibels. La moitié de 30, c'est 15, donc on ne pouvait rester que 15 minutes à 95 décibels, 3 décibels de plus. 3 décibels de plus que 95, c'est 98. Donc, on a augmenté de 3 décibels, donc on diminue la durée d'exposition, on divise par 2. Donc, 15 minutes divisé par 2, ça fait 7 minutes et demie. Nous ne sommes toujours pas arrivés à nos 100. Mais 98 décibels plus 3 décibels, ça fait 101. Donc 7 minutes et demie divisé par 2, ça fait 3 minutes 45 secondes. Donc l'agent de piste peut rester au maximum 3 minutes 45 secondes. La question 2 vous demandait de proposer des solutions pour qu'un agent de piste puisse exercer correctement son métier. Bien, il peut porter un casque, il faut respecter les durées maximales d'exposition, donc il ne peut pas rester plus de 3 minutes 45 secondes, ou alors il peut encore plus s'éloigner de l'avion s'il veut rester plus longtemps. Puisque s'il s'éloigne de 32 fois 2, c'est-à-dire 64 mètres, il pourra rester un petit peu plus longtemps pour exercer son métier. Alors, l'exercice 28, c'était un calcul de vitesse. Mais attention, il s'agissait du cas du sonar. Un sonar, c'est un ustensile particulier où il y a l'émetteur et le récepteur sonore côte à côte. C'est-à-dire que des ultrasons sont envoyés par l'émetteur. Et dès qu'il rencontre un obstacle, il y a un écho, comme on peut faire l'écho du son de sa voix sur les montagnes. Donc l'écho, c'est une onde qui repart vers l'arrière, et comme à côté de l'émetteur, il y a un récepteur, cet écho est capté. Donc si on analyse la situation, quand on capte un écho, eh bien, les ultrasons, ils sont parcourus 2 fois, c'est ça qui est important, la distance entre le sonar et l'obstacle. Une fois pour aller de l'émetteur à l'obstacle, une deuxième fois pour aller de l'obstacle au récepteur. Donc, pendant la durée delta t, il y a 2 fois la distance qui a été parcourue. Donc dans cet exercice, il fallait calculer la distance entre le fond et le marin, et le sous-marin, entre le fond marin et le bateau. La première difficulté, c'est que sur le schéma, il fallait repérer que tout ça se passe dans l'eau. Et donc que l'eau était à 10 degrés. Donc sur le graphique, il fallait dire que la vitesse des ultrasons dans l'eau à 10 degrés était de 1490.
mètres par seconde. Ce qui est cohérent avec ce que nous avons appris, puisque vous devez savoir par cœur que la vitesse du son dans l'air à 20 degrés, c'est 340 mètres par seconde, et que plus un milieu est compact, plus le son se propage vite, puisque le son se propage de proche en proche en faisant vibrer les particules de la matière. L'eau liquide étant un milieu plus compact qu'un gaz, à savoir l'air, donc c'était logique que le son est plus vite. L'énoncé nous indiquait que l'écho a été récupéré au bout de 25 millisecondes. Donc, pendant ces 25 millisecondes, le son a fait un aller-retour, d'où le facteur 2 qui apparaît ici. Alors, dans l'expression littérale, vous n'oubliez pas les unités en couleur. Présenter les conversions. Donc, les 25 millisecondes, il fallait les convertir en 25 fois 10 moins 3 secondes. Toujours, je vous rappelle toujours l'expression littérale. Donc si la vitesse, c'est la distance de P divisé par delta T, nous cherchons P, la profondeur, donc on isole P, c'est V fois delta T divisé par 2. Là, on ne présente pas comme ça les résultats. Je vous rappelle que ça, c'est la convention du bouquin d'élèves. Vous ne me mettez sûrement pas les unités sur la phrase. Donc, on arrondit à deux chiffres significatifs. Le 2 ne compte pas divisé par 2 puisque ce n'est pas issu d'une mesure, c'est divisé par 2. Aux erreurs de mesure près, le fond marin est situé à une profondeur de 19 mètres sur le bateau. Même un sonar a une incertitude, c'est évident. C'est pour ça qu'il y a écrit conclure et introduire quand c'est possible une part d'esprit critique.